D'importants investisseurs se retirent de Chine, tandis que d'autres tentent leur chance sur le secteur immobilier, espérant profiter d'une éventuelle résurgence future. Alors que les démocraties riches s'en tiennent à un plan d'élimination progressive du charbon, la Chine construit de nouvelles centrales. Des ordres de confinement liés au Covid-19 ont été levés dans la ville de Guangzhou, mais seulement brièvement. Un court moment de liberté après une forte protestation. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Avant de commencer, je vous informe que le programme Regard sur la Chine sera diffusé sur la nouvelle chaîne Regard sur la Chine NTD. Je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien en dessous de cette vidéo pour vous abonner. En effet, suite aux élections américaines de 2021, notre chaîne NTD français s'est vue retirer sa monétisation sur YouTube. En d'autres termes, nous ne bénéficions d'aucun revenu depuis cette période. Pour que nous puissions continuer à vous informer dans de bonnes conditions, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant et en partageant le lien de la nouvelle chaîne. Merci pour votre attention, j'espère vous retrouver très vite sur la nouvelle chaîne de Regard sur la Chine. Warren Buffett semble se délester de ses investissements chinois. Le grand investisseur a vendu une partie des actions de Berkshire Hathaway qui étaient placées dans une entreprise automobile chinoise. Pour les remplacer, il a acheté des actions d'un fabricant taïwanais. Cette entreprise automobile chinoise s'appelle BYD. Berkshire Hathaway a vendu pour 145 millions de dollars d'actions de cette société. Après cette vente, Berkshire détient toujours 16,6% du total des actions de BYD cotées à la bourse de Hong Kong. D'autre part, Berkshire a acheté des actions de TSMC pour une valeur de plus de 4,1 milliards de dollars. Le fabricant de puces électroniques basé à Taïwan est le plus grand fabricant de semi-conducteurs au monde. La nouvelle a fait bondir les actions de TSMC qui ont clôturé en hausse d'environ 8% à Taïwan mardi. Warren Buffett n'est pas le seul à passer de la Chine à Taïwan. L'investisseur américain Tim Draper a déclaré lundi que la Chine n'est plus un endroit où investir et qu'elle a quitté le marché libre sous le dirigeant chinois Xi Jinping. Lundi, il a visité le programme spatial de Taïwan dans le centre technologique de la ville de Hsinchu. Il dit être à la recherche de nouvelles opportunités d'investissement dans le secteur spatial de l'île. Draper a été un investisseur de premier plan dans le moteur de recherche chinois Baidu. Il a acheté une participation de 28% dans l'entreprise il y a une vingtaine d'années alors qu'il était en phase de démarrage. La valeur de ses actions s'est alors envolée pour atteindre environ 1 milliard de dollars. Mais Draper dit qu'il a eu une indication précoce que la Chine allait quitter le marché libre. Il a alors arrêté d'investir en Chine. Il n'a pas donné de détails sur ce qui lui a mis la puce à l'oreille. Il a toutefois mentionné les difficultés économiques de la Chine dans le cadre des strictes mesures anti-pandémie prises par Pékin. Draper a également parlé d'une préoccupation majeure, une attaque potentielle de la Chine sur Taïwan. Commentant cette possibilité, il a dit qu'il espère que le leader chinois Xi Jinping n'a, je cite, « pas complètement perdu la tête ». Malgré les difficultés économiques de la Chine, certains investisseurs occidentaux voient dans le secteur immobilier chinois en difficulté une occasion d'acheter au rabais, et ceci dans l'espoir que l'économie chinoise se redressera à l'avenir. La banque d'investissement américaine Goldman Sachs a lancé une coentreprise en Chine le mois dernier afin de stimuler les investissements dans les infrastructures locales. Le financement se concentrera sur des projets situés dans les régions de premier rang de la Chine, comme la ville de Shanghai. Au début du mois, le géant de l'immobilier de Singapour, Capitaland, a également pris une nouvelle participation en Chine. Il a mis en place 550 millions de dollars pour investir dans des parcs d'affaires chinois. Le sommet sur le climat qui se tient en Égypte touche à sa fin. Il s'agit de la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, ou COP27. En ce qui concerne les principales décisions prises, de nombreuses puissances mondiales ont accepté de poursuivre l'élimination progressive du charbon. Dans le même temps, la Chine continue de construire de nouvelles centrales au charbon. Malgré la pénurie d'énergie qui fait suite à la guerre en Ukraine, les pays font des promesses en matière de climat. Ce sont pour la plupart des démocraties riches de l'Union européenne et de l'OCDE. Ensemble, ils se sont engagés à fermer plus de 75% de leur capacité de production d'électricité liée au charbon entre 2010 et 2030. Le charbon est le principal combustible utilisé pour produire de l'électricité. Certains pays, comme la Grande-Bretagne et l'Allemagne, ont retardé la fermeture de centrales au charbon cet hiver. Cela s'explique par les inquiétudes concernant l'approvisionnement en énergie de la Russie. Mais les dates d'élimination progressive sont restées intactes. Entre-temps, la Chine s'est engagée à faire plafonner les émissions de carbone du pays d'ici 2030. Cela signifie que Pékin va augmenter ses émissions de carbone jusqu'en 2030, avec un plan visant à atteindre la neutralité carbone d'ici 2060.
La Chine est le numéro 1 mondial en matière d'émissions de carbone. Au niveau mondial, il est toujours prévu de construire près de 300 gigawatts de nouvelles capacités de production d'électricité liées au charbon. Près des 2 tiers de cette capacité devraient être construits en Chine. Le dirigeant communiste Xi Jinping avait prévu de s'entretenir avec les dirigeants de la France, de l'Australie, des Pays-Bas et de la Corée du Sud. Voici la suite. Xi Jinping revient sur la scène internationale à l'occasion du sommet du G20. Sur la liste de choses à faire de Xi, entretien avec les dirigeants mondiaux d'Australie, de France, des Pays-Bas et de Corée du Sud. Avec la détérioration des liens entre l'Australie et la Chine, la rencontre de Xi avec le Premier ministre australien Anthony Albanese était peut-être la plus attendue. Lors de cette rencontre, Xi a déclaré à Albanese que les deux pays avaient un grand potentiel commercial. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Australie. Mais leurs relations ont commencé à s'envenimer en raison de différends commerciaux qui ont débuté en 2020, ainsi que de la course à l'influence croissante de Pékin dans les îles du Pacifique. La France a également un peu durci sa position sur la Chine ces dernières années. Lors de l'entretien avec Emmanuel Macron, Xi a exprimé l'espoir que Paris fournisse un environnement commercial non discriminatoire. L'Union européenne a classé la Chine comme un concurrent économique et un rival systémique. Les dirigeants ont également exprimé leur inquiétude quant à la dépendance économique de l'UE vis-à-vis de la Chine. Quant aux Pays-Bas, Xi a exhorté le pays à ne pas politiser le commerce. Cette remarque semble faire référence aux appels lancés par les États-Unis aux pays alliés pour qu'ils interdisent les exportations de micropuces vers la Chine. La plus grande entreprise technologique des Pays-Bas est un important fabricant d'équipements liés aux semi-conducteurs. L'année dernière, ses ventes à la Chine ont dépassé les 2 milliards de dollars. Après sa rencontre avec le Premier ministre néerlandais, Xi a lancé un appel similaire au président sud-coréen, lui demandant de stimuler la coopération en matière de fabrication de haute technologie. La Corée du Sud possède l'un des plus grands fabricants de puces mémoire du monde. L'année dernière, près de 40% des exportations sud-coréennes de semi-conducteurs étaient destinées à la Chine. Après une importante protestation lundi soir, les habitants d'une mégapole du sud de la Chine ont obtenu la liberté qu'ils demandaient, mais seulement pendant une courte période. Le confinement a ensuite repris. Lundi soir, des centaines de personnes sont descendues dans la rue à Guangzhou, la métropole industrielle du sud de la Chine. Ils sont sortis pour protester contre les mesures draconiennes de confinement ordonnées au nom de l'éradication du Covid-19. Les habitants, excédés, ont forcé des barricades et renversé un véhicule de police. Le lendemain, les mesures de confinement ont été levées dans au moins 2 districts de la ville. Les habitants ont célébré cette victoire. De nombreux travailleurs migrants ont été vus quittant la ville pour retourner dans leur ville natale. Mais le sursis n'a pas duré longtemps. Mercredi, les habitants étaient à nouveau confinés dans leur quartier. Dans la même ville, une mère a récemment publié une vidéo sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, elle explique que sa fille de 9 mois avait de la fièvre, mais elle n'avait pas de médicaments à la maison et ne pouvait pas emmener sa fille à l'hôpital. En effet, elle n'avait pas le droit de sortir de chez elle à cause des restrictions sanitaires locales. La vidéo la montre en train de se disputer avec des agents de santé à l'entrée de son quartier. J'emmène ma fille à l'hôpital. Elle a 39 de fièvre. Je comprends. Alors quoi? Je n'ai pas de pilule. Rien. Que dois-je faire? Mais ils ne l'ont pas laissé passer. La mère s'est alors effondrée et a demandé aux gardes si elle devait aller chercher un couteau de cuisine ou sauter d'un bâtiment pour se suicider. Vous voulez que j'aille chercher un couteau de cuisine? Ou que je saute du bâtiment? Dites-le. Dans une autre vidéo, la mère sanglote tout en disant que les autorités ne se soucient pas de la vie des résidents. Je ne sais pas ce que fait notre gouvernement. Vont-ils venir seulement quand on sera en train de mourir? Ma fille pleure. Elle a 9 mois. Elle a de la fièvre. Ils n'en ont rien à faire. On ne sait pas encore quand le confinement de la ville sera levé. Un projet de chemin de fer de 4,7 milliards d'euros au Kenya. Autrefois phare du partenariat entre le pays et Pékin, il termine maintenant son trajet dans un espace vide. De nouvelles informations provenant du gouvernement kényan révèlent des détails sur la ligne de transit controversée. Le projet a fait l'objet d'un contrat en 2014 avec la Société des ponts et chaussées de Chine. Depuis lors, il a fait l'objet d'accusations criminelles et de dépassement de budget de plusieurs millions. Le train va de Mombasa à Nairobi, la capitale du Kenya. De là, il se termine dans un champ à environ 320 km de l'Ouganda, la destination initiale du projet, que Pékin a arrêté lorsque le Kenya a commencé à avoir des difficultés à payer son prêt. Les derniers comptes rendus du marché révèlent les pouvoirs étendus que l'accord a donnés à Pékin.
Cela inclut la tenue de tous les arbitrages sur les conflits du projet en Chine et l'obligation pour le Kenya de s'adresser d'abord à la Chine pour l'achat de marchandises, notamment grâce aux revenus générés par le chemin de fer. Les détails de l'accord ne pouvaient pas non plus être rendus publics sans l'approbation de Pékin. Sur le plan financier, le contrat était assorti de taux d'intérêt très élevés. Et une mise en garde unique, si le Kenya ne rembourse pas un autre prêt extérieur, la clause de défaut de paiement du prêt ferroviaire s'applique automatiquement. En d'autres termes, le pays serait contraint de rembourser immédiatement le prêt et ses intérêts, ce qui donnerait à la Chine le droit d'interrompre tout financement supplémentaire. C'est ce qui ressort d'un reportage du New York Times. Cette stratégie est souvent utilisée dans le cadre d'autres projets de l'initiative Ceinture et Route de la Chine. Surnommée la diplomatie du piège de la dette de Pékin, cette initiative offre des financements aux pays en développement pour la construction de ponts, de lignes ferroviaires, de ports maritimes, etc. Mais lorsque les pays ne sont plus en mesure de payer, Pékin prend le contrôle des actifs nouvellement construits. Des experts considèrent qu'il s'agit d'un outil permettant d'étendre l'influence du Parti communiste chinois. Selon le Bureau national des statistiques du Kenya, le pays doit désormais plus à la Chine que tout autre pays. Qui plus est, en 2020, un tribunal kényan a jugé le contrat ferroviaire illégal. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.